Bonjour. Savoir comment réagir face à un enfant en danger, c'est une responsabilité qui nous touche tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les étapes essentielles pour bien reconnaître les signaux et surtout pour agir efficacement. Alors, pour commencer, la première question c'est de quoi parle-t-on exactement? Qu'est-ce que la loi considère comme un enfant en danger? C'est une question fondamentale parce que tout part de là. C'est la base de toute action possible. Pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 5 points. D'abord, on va définir le danger. Ensuite, on verra les différents types de violences et leurs conséquences. Après, on passera au concret, les étapes à suivre et pour finir, qui il faut contacter. Allez, on attaque avec la première partie, le cadre légal. C'est un peu la fondation de tout le reste. Il faut vraiment comprendre ce que la loi met derrière le mot danger, parce que c'est ça qui va déclencher ou non le système de protection de l'enfance. Ce terme, enfant en danger, il n'est pas sorti de nulle part. Il a vraiment été solidifié par une loi très importante en 2007. L'idée derrière, c'était un vrai changement de mentalité. Passer d'une logique où on répare les dégâts à une logique où on essaye de les prévenir. Bref, un système beaucoup plus proactif. Et là, attention, il y a une nuance qui est capitale. La loi ne regarde pas juste le mal qui est déjà là, visible. Elle s'intéresse aussi à ce qui pourrait arriver. En gros, elle distingue deux choses. D'un côté, le danger imminent, un risque de blessure ou de préjudice psychologique là tout de suite, et de l'autre, ce qu'on appelle le risque à effet différé. Ça veut dire que l'exposition au risque se passe maintenant, même si les conséquences, elles, n'apparaîtront que bien plus tard. Et ça, c'est crucial. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, voyons un peu plus en détail les formes que ça peut prendre concrètement. Parce que, et c'est essentiel de le comprendre, la violence, elle n'est pas toujours physique, loin de là. La maltraitance, c'est un peu en caméléon. Elle a plein de visages. Il y a le plus évident, bien sûr, le physique et le psychologique. Les coups, les blessures, mais aussi les insultes, l'exclusion sociale. Et puis il y a la négligence, qu'on qualifie de violence active. Ça peut être priver un enfant de soins, de médicaments ou même de sa liberté. C'est vraiment une vision à 360 degrés. Et la liste ne s'arrête pas là, malheureusement. Il faut aussi penser à d'autres situations qui mettent en danger. On parle bien sûr du harcèlement, qui fait des ravages, mais aussi de ces fameux jeux ou défis dangereux, ou encore des comportements à caractère sexuel inappropriés entre les enfants eux-mêmes. Tout ça, ça rentre dans la définition. Le point commun entre toutes ces violences, ce sont les cicatrices. Et souvent, ce sont celles qu'on ne voit pas qui sont les plus profondes. C'est pour ça qu'il faut absolument intervenir, parce que l'impact psychologique, lui, peut durer toute une vie. Un impact psychologique profond et durable, ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité terrible. Ces traumatismes, ils ne font pas que blesser sur le moment. Ils peuvent carrément venir fissurer les fondations de la personnalité d'un enfant. Ça touche à tout, le sentiment de sécurité, la confiance en soi, la confiance dans les autres. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, la liste est longue et fait froid dans le dos. Ça va de la perte d'estime de soi, des sentiments de honte, de culpabilité, jusqu'à des choses beaucoup plus graves comme la dépression, les troubles anxieux et même, dans les cas extrêmes, des comportements suicidaires ou de l'automutilation. Bon, face à un tableau pareil, la question qui brûle les lèvres, c'est concrètement, on fait quoi? Alors justement, passons à l'action. On va voir maintenant le protocole, les étapes claires pour intervenir de la bonne manière. La méthode recommandée, elle est assez simple et logique, en 3 étapes. La première, super importante, établir les faits. Rester factuel, ne pas interpréter, ne pas juger. Deuxième étape, isoler et rassurer. On sort l'enfant de la situation et on lui apporte du réconfort. Et troisième étape, informer. On alerte les bonnes personnes. L'objectif numéro 1, c'est la protection. Voilà, le danger a été identifié, l'enfant est en sécurité, et maintenant? C'est la dernière étape, mais elle est cruciale. Qui est-ce qu'on appelle? Vers qui on se tourne pour que les choses soient prises en main de manière officielle? Alors, il y a des organismes clés pour ça. Le premier, c'est la CRIP. Derrière cet acronyme, il y a la cellule de recueil des informations préoccupantes. En gros, c'est le guichet unique dans chaque département pour recueillir tous les signalements. Et puis, dans des contextes spécifiques comme les centres aérés, il y a aussi le SDJS qui gère la jeunesse et les sports et qui doit être prévenu. Et tout ce système de signalement, il a une histoire. Ça a commencé en 1989 avec une loi pour créer une ligne d'écoute. Puis, en 97, on a simplifié les choses avec un numéro court beaucoup plus facile à retenir. Tout ça pour arriver à l'outil qu'on a aujourd'hui, un numéro national central. Et ce numéro, c'est le 119. C'est le numéro à connaître. 3 chiffres simples. C'est national, c'est gratuit, c'est confidentiel et ça fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vraiment, c'est le premier réflexe à avoir.
Et ce n'est pas juste un conseil, hein, c'est une obligation légale. La loi dit que ce numéro, le 119, doit être affiché dans tous les lieux qui accueillent des mineurs. Ça montre bien à quel point c'est un outil central dans le dispositif de protection. Donc, pour résumer tout ça, on a un cadre légal, on sait reconnaître les signes et on a un protocole clair pour agir. Le système existe, les outils sont là. La vraie question au final, ce n'est plus tellement qu'est-ce qu'on doit faire, mais plutôt comment est-ce qu'on s'assure tous ensemble de rester assez vigilants pour que ce système protège vraiment chaque enfant. C'est une responsabilité collective.